Vous voici tranquillement installé sur la terrasse de votre grande maison, entouré d'un espace vert tout aussi volumineux à l'abri des regards indiscrets. Vous pensez à la vie paisible, agréable et peu commune que vous menez. Le besoin n'est plus un obstacle dans votre vie. Vos enfants sont heureux et le bonheur règne dans votre couple. Une situation qui serait jalousée par beaucoup. Et si tout ceci n'était qu'une illusion? Hopkinton est une petite ville tranquille de 16 000 habitants dans l'est des États-Unis, à seulement une quarantaine de minutes en voiture de Boston, en plein Massachusetts. Contrairement à cette dernière, la commune est très résidentielle. On y trouve principalement de grands lotissements remplis de maisons. Et dans l'une de ces charmantes maisons de campagne vit une famille qui l'est tout autant. Une famille qui se compose de Neil et de sa femme, Rachel, tous deux âgés de 27 ans, mais également de leur fille, Lillian, qui vient de fêter ses 9 mois. Leur histoire ressemble à s'y méprendre à un conte de fées. Neil Entwistle et Rachel Elizabeth Souza se rencontrent en 1999 sur les bancs de l'université de York, en Angleterre. La jeune femme est américaine, mais elle étudie la littérature au Royaume-Uni dans le cadre d'un programme d'échange étudiant. Tandis que celui qui deviendra son époux poursuit des études pour obtenir un master en ingénierie électronique. Rachel a une personnalité très pétillante, elle est extravertie alors que Neil, lui, est de nature calme et beaucoup plus réservé. Néanmoins, le proverbe «les opposés s'attirent» n'a jamais été plus vrai que pour ces deux-là, parce que leurs différences ne les empêchent pas de tomber amoureux, alors qu'ils se fréquentaient étroitement dans le cadre de la pratique de l'aviron au sein de l'équipe universitaire. Et le couple semble solide, puisqu'il résiste à l'année de longue distance imposée par le retour de Rachel aux États-Unis après la fin du programme d'échange auquel elle participait. L'amour sans faille qui les unit la ramène finalement auprès de son petit ami en Angleterre, à Worcester, après l'obtention de son diplôme, puis il les conduit tous deux devant l'hôtel où ils se marient le 23 août 2003. Des instants heureux de leur vie de jeunes époux sont régulièrement capturés et publiés sur un site que Neil a créé spécialement pour ce faire, où il multiplie d'ailleurs les déclarations enflammées à l'égard de sa femme. La naissance de leur adorable fille Lillian Rose, le 9 avril 2005, vient sceller à jamais cette union familiale. Neil s'épanouit dans la paternité, et il est très impliqué auprès de son bébé, ainsi que de Rachel qu'il considère comme son âme sœur. Mais si du côté de la vie privée, tout va bien pour lui, quand il s'agit de sa carrière professionnelle, le son de cloche sonne différemment. S'il a effectivement un emploi dans le domaine de l'informatique, il pense qu'ici, en Angleterre, le milieu social dont il est originaire, la classe ouvrière, le freine dans son ascension professionnelle. Son épouse étant professeure d'anglais et d'art dramatique dans un lycée, il faut admettre que le couple ne roule pas sur l'or. Cependant, Neil croit dur comme fer qu'aux États-Unis, il pourrait décrocher un poste bien mieux rémunéré. En réalité, le ménage est même légèrement endetté. Mais rien de bien grave, leur emprunt n'est pas faramineux. Ils ne sont pas la tête sous l'eau et il suffit simplement que leur rentrée d'argent augmente légèrement, ce qui résoudra aussitôt leur situation financière. Il n'en faut pas plus pour convaincre Neil, et c'est décidé. Toute la famille partira donc s'installer aux États-Unis à la poursuite du rêve américain. Un choix qui ravit d'ailleurs sa femme, heureuse de retrouver prochainement ses proches, ainsi que ses racines qu'elle avait abandonnées par amour. C'est au cours de l'été suivant la naissance de Lillian qu'ils font la grande traversée de l'Atlantique, en commençant par poser leurs valises chez Joseph et Priscilla Materazzo, la mère et le beau-père de Rachel, à Carver dans le Massachusetts, en attendant de trouver leur propre point de chute. Les jeunes parents et leurs filles profitent du changement d'atmosphère que leur offre ce nouveau pays dans lequel ils viennent d'emménager. Ils sont heureux d'avoir pris la décision de quitter l'Angleterre, et leur épanouissement apparaît passer un niveau supplémentaire. C'était le bon choix. Seulement Neil, qui est expert en informatique étant développeur, était certainement criblé d'idées reçues s'agissant du recrutement américain et la possibilité d'obtenir un bon poste dans une belle entreprise parce qu'il se heurte à une réalité qui n'est pas celle qu'il espérait. Après plusieurs mois de recherche d'emploi infructueuse, force est de constater que le marché américain du travail n'est pas aussi ouvert qu'il l'aurait cru.
En tout cas, lorsqu'il s'agit de postes haut placés, dont les rémunérations sont conséquentes. Voici un statu quo inattendu, qui ne peut perdurer dans la mesure où la situation financière des époux n'est toujours pas en voie d'amélioration. Bien au contraire. Alors, faute de mieux, Neil cessait à la vente de produits informatiques sur eBay. Simplement, réaliser de l'achat-revente, même s'il s'agit de produits informatiques, est une activité bien différente de celle pour laquelle l'homme a suivi un parcours universitaire. Et il s'avère qu'en matière de gestion, il n'est pas efficace du tout. Si bien que de nombreux clients ayant passé commande ne voient jamais le produit arriver chez eux, engendrant évidemment un mécontentement accompagné de plaintes qui conduiront à l'arrêt de cette jeune entreprise. Un échec qui a des conséquences. Neil le vivant comme une forme d'humiliation, il se mure dans le silence et ne dévoile rien à Rachel qui maintient le rythme de vie de la famille avec des dépenses qu'elle estime pouvoir se permettre, notamment en utilisant les cartes de crédit du couple. Bien entendu, Rachel aurait coupé toutes les dépenses superflues si elle avait eu vent de la situation réelle dans laquelle se trouve l'entreprise de son mari. Mais ce dernier, par ego, la prive de cette information. D'ailleurs, de façon globale, Neil est très mystérieux à propos de son activité professionnelle aux États-Unis, à tel point que sa propre belle-mère doute qu'il soit un simple commerçant ou alors un salarié d'une entreprise, mais qu'il est plutôt impliqué dans de l'espionnage pour le gouvernement britannique. Elle est à des années-lumière de la réalité. Son beau-fils n'est autre qu'un chômeur en difficulté pour décrocher l'emploi de ses rêves. Naturellement, cette position délicate travaille le jeune homme qui voit l'argent s'envoler sous ses yeux, créant une véritable source d'angoisse pour lui. Une anxiété légitime, dans la mesure où à présent, ce sont plusieurs milliers de dollars de dettes qui s'accumulent. La traversée de l'Atlantique, qui avait pour objectif de renflouer les caisses, se transforme en un gouffre financier. Malgré tout, il a une famille à charge. Il est hors de question de se laisser abattre. Il doit continuer à chercher des solutions afin de compenser ses pertes monumentales coûte que coûte. Une idée qu'il pense lumineuse jaillit dans son esprit. Il crée un site internet nommé Million Maker, traduit par créateur de millions en français, où il propose ses services ainsi que ses stratégies aux personnes détentrices de sites offrant du contenu pour adultes dans le but de leur faire dégager rapidement d'importants bénéfices. Le jeune père de famille promet à ses souscripteurs un revenu de 6 000 $ mensuels dans les 6 premiers mois. En gros, une solution facile pour devenir très vite fortuné. Ce qui est assez ironique quand on connaît l'état de santé pécuniaire de l'intéressé. Mais bien entendu, de l'autre côté de la barrière, les gens ne sont pas au fait de l'état désastreux des comptes familiaux. D'ailleurs, Neil multiplie les chances d'attraper un pigeon, puisqu'il ouvre 2 autres sites également axés sur le sexe et les grosses rentrées d'argent rapides, qui ne rencontrent pas plus de succès que le premier. Eh bien oui, à cette époque déjà, les faiseurs de miracles, ou plutôt de millions comme Neil, sont légion et tout entrepreneur qui se respecte sait bien qu'hormis une perte de temps et d'argent, aucun résultat n'émanera des solutions trop belles de Neil. Ce n'est visiblement pas ce moyen qui permettra à la famille Entwistle de se remettre à flot. En parallèle, ce sont même les dettes qui vont encore se creuser un peu plus avec une manœuvre pour le moins étonnante. La famille décide de faire un pari plus que risqué en louant un logement que l'on peut difficilement qualifier de modeste. En effet, ils emménagent le 12 janvier 2006 dans une vaste maison de style colonial située à Hopkinton, celle mentionnée au début de la vidéo. Il s'agit d'une magnifique demeure qui ne compte pas moins de 4 chambres et dont le loyer coûte la modique somme de 2 700 $ mensuels. Un beau chiffre qui vient s'ajouter au montant de leurs charges quotidiennes, qui comprennent la berline allemande pour laquelle Neil et Rachel ont contracté un crédit bail de 500 $ par mois, ainsi que les multiples crédits qu'ils doivent déjà rembourser. Pourtant, le jeune couple est toujours sans emploi. Cependant, la volonté d'emménager est motivée par les affirmations du jeune père, d'après qui des économies sur un compte offshore mis en place par son précédent employeur au Royaume-Uni permettrait d'absorber toutes ses dépenses. Rachel n'a pas de raison de douter de son époux. De toute manière, jusqu'à présent, aucun souci ne s'est présenté. Aucune carte n'a été bloquée, aucune relance ne leur a été faite.
C'est qu'il y a bien suffisamment d'argent, autrement comment serait-ce possible? Surtout qu'en raison de leur récent emménagement, Neil et Rachel viennent de s'offrir pour 6 000 $ de meubles sans aucun problème. Alors certes, les soucis financiers sont un aspect, mais l'amour du couple qui a conduit à cette expatriation est plus fort que tout, au point que Neil cache à sa femme les difficultés qu'il éprouve. Simplement, voici que sur le plan des sentiments, ces derniers s'effritent également depuis plusieurs mois, où une forme de distance semble s'être établie entre Neil et Rachel. La communication au sein du couple n'est plus au beau fixe, les relations passant de la passion à des échanges superficiels, entraînant une intimité sexuelle de plus en plus dégradée également. Le couple est finalement affecté à tous les niveaux. Il est fréquent que l'arrivée d'un enfant crée quelques dissensions dans une relation. Alors, est-ce à cause de la naissance de leur fille, Liliane, des nombreux mois qu'ils ont passés sous le toit de la mère et du beau-père de Rachel, ou simplement de l'impact de leurs problèmes d'argent? Parce que oui, Rachel n'est pas totalement naïve. Elle se doute que les finances du couple ne sont pas si saines que son mari le laisse paraître. Et lorsqu'elle le questionne à ce propos, il refuse le sujet, évitant soigneusement ainsi d'apporter la moindre réponse. Nécessairement, une telle attitude est agaçante sur le long terme et elle engendre des disputes régulières. Des tensions qui jouent certainement un rôle dans le déclin de cette relation qui pourtant avait si bien débuté. Voici donc Neil très frustré. Le jeune homme est insatisfait de sa vie sexuelle. Les échanges rugueux avec son épouse lui déplaisent aussi. Alors il décide d'emprunter un chemin semé d'embûches, celui de l'infidélité. Dans un premier temps, il consomme beaucoup de films X dans son coin. Rapidement, cela ne suffit plus à satisfaire ses besoins. Et il s'inscrit sur un site de rencontre pour des adultes cherchant uniquement la satisfaction à travers la consommation de l'acte sexuel. C'est ainsi que Neil passe de longues heures à travailler son profil sur ce site internet, finissant par aboutir à une description qui lui convient. La voici. Je cherche à rencontrer des Américaines de tous âges. Je dois obtenir la confirmation de ce que mes amis m'ont dit, que vous êtes beaucoup mieux au lit que les femmes qui vivent de l'autre côté de l'océan. Nous voulons tous les deux la même chose, donc il n'y a pas de raison de traîner ici. Neil multiplie les sollicitations lubriques envers le sexe opposé sur Internet. Il a besoin de concret et fait appel à des services d'escorte. Voici l'infidélité qui vient s'installer dans le couple. Rachel évidemment ne sait rien des actes égoïstes de son époux qui est particulièrement précautionneux quand il s'agit de protéger ses secrets. D'ailleurs, le couple non plus n'expose pas ses problèmes à des personnes extérieures. Rachel garde pour elle le déclin de son entente avec son mari. Chaque famille pense que le mariage est aussi solide qu'au départ, alors qu'il est à un fil de voler en éclats. À tel point que le 21 janvier 2006 à 8h15 du matin, Neil s'envole pour le Royaume-Uni afin de fuir l'ambiance délétère qui règne dans le foyer et rejoint sa famille auprès de qui il souhaite trouver un réconfort, notamment grâce au soutien de ses parents. Rachel, quant à elle, reste à la maison avec leur fille Liliane. Le soir même, à 19h, deux amis, Joanna Gately ainsi que sa sœur Maureen, se présentent chez elle comme convenu puisqu'elles avaient planifié de dîner ensemble. Joanna et Maureen se retrouvent devant la maison de Rachel. Elles discutent rapidement puis se dirigent ensemble vers le perron et la porte d'entrée. Elles toquent pour s'annoncer, mais à leur grande surprise, il n'y a pas de réponse. Elles recommencent donc, mais le même schéma se répète. Curieux. Pourquoi Rachel les aurait-elle fait se déplacer pour les ignorer une fois sur place ? C'est étrange, mais pas plus que la note manuscrite découverte devant la porte d'entrée. Il s'agit de la mère de Rachel, lui demandant pourquoi elle ne s'est pas présentée à la réunion de famille qui était prévue plus tôt dans la journée. Joanna s'inquiète pour son amie, dont le comportement est manifestement inhabituel au point d'inquiéter sa propre mère. Elle décide donc de contacter Priscilla Materazzo, la mère de Rachel, pour lui faire part de son angoisse partagée par une mère anxieuse qui ne parvient pas, depuis plusieurs heures, à joindre sa fille. Les deux femmes raccrochent. La mère de Rachel ne perd plus une minute et sollicite les forces de l'ordre afin qu'un contrôle soit réalisé chez elle pour comprendre ces événements curieux. Des agents sont alors envoyés sur place dans la foulée de cet appel pour effectuer cette vérification qui, aux États-Unis, est une visite que la police réalise au domicile d'une personne lorsque des proches signalent être sans nouvelles depuis un moment.
le but étant de connaître la raison de ce silence. Une fois chez la famille Entwistle, il apparaît que la maison ne présente aucun signe d'effraction et que tout est en ordre à l'extérieur. Cependant, ils font le tour de la propriété et constatent que le garage n'est pas verrouillé, autorisant l'accès à l'intérieur du domicile. Bien que la télévision dans le salon, la radio dans la chambre de Lillian ainsi qu'une lumière dans celle du couple sont allumées, il n'y a aucune trace de Neil, sa femme et leur fille. Si les agents recherchent également Neil, c'est parce qu'il n'a annoncé à aucun proche de la famille qu'il s'en allait au Royaume-Uni. Autrement dit, à ce stade, les autorités n'ont plus aucune nouvelle de toute une famille, et ne peuvent pas contacter Neil qui se trouve en Angleterre parce qu'elles pensent que lui aussi s'est évaporé mystérieusement. Quoi qu'il en soit, les agents sur place quittent les lieux puisqu'il ne semble pas qu'un crime eût été commis. Il n'y a pas d'effraction, il n'y a pas de traces de lutte ni de sang. La famille est peut-être partie précipitamment et reviendra prochainement. Johanna n'est pas convaincue par cette explication, notamment parce qu'elle a été invitée quelques heures auparavant par son ami pour le dîner. Évidemment, elle ne dispose d'aucune compétence pour contraindre les policiers à rester sur place, mais elle le peut. Elle s'installe donc dans sa voiture stationnée proche de la maison de la famille Entwistle afin de guetter leur retour. La soirée s'écoule, puis la nuit, et voici le petit matin du 22 janvier, toujours sans aucune nouvelle de tout ce petit monde. Johanna explique aux parents de Rachel qu'elle a passé la nuit à attendre dans sa voiture et à observer le moindre mouvement proche de la maison, sans résultat. Ils décident donc d'aller déclarer la disparition au commissariat de Hopkinton. Aux alentours de 18h, des officiers de police retournent donc au domicile des Entwistle pour mener cette fois une recherche plus approfondie au sein de la maison. Les vérifications suite à l'absence de nouvelles d'un proche étant la plupart du temps superficielles, et simplement la constatation qu'aucun danger n'est encouru. Lorsqu'ils pénètrent pour la seconde fois dans le garage, une légère odeur désagréable, qui n'était pas dans l'air la veille, se fait sentir, et elle s'intensifie à mesure que les forces de l'ordre progressent dans l'habitation. L'odeur devient de plus en plus nauséabonde au fur et à mesure que les agents avancent, au point de rendre l'air irrespirable au niveau du palier de l'étage. Les officiers se séparent pour fouiller la zone. L'un se dirige vers la salle de bain, tandis que l'autre part en direction de la chambre parentale. Le premier entre dans la salle de bain. Rien à signaler. Le second policier ouvre la porte de la chambre, observe un moment avant d'entrer et s'approche du lit pour vérifier qu'il n'y ait pas d'indice potentiel. En bougeant légèrement la couverture, son sang ne fait qu'un tour. Il vient de dévoiler un pied humain. Il retire le linge de lit et découvre 2 corps. Ce sont ceux de Rachel Entwistle, 27 ans, et sa petite fille Lillian, âgée d'à peine 9 mois. Les dépouilles se trouvaient sous des draps et une grosse couette placée de telle sorte qu'à première vue, elle soit imperceptible. Le lit de grande taille laissait donc penser que celui-ci était en désordre, ce qui explique que les premiers agents de police n'ont rien aperçu d'anormal. Il apparaît que le massacre se soit déroulé durant le sommeil des victimes. Si les policiers émettent aussitôt une telle hypothèse, c'est au regard de la position des corps. Rachel est positionnée sur le côté gauche de son corps avec les jambes repliées vers l'intérieur et le bras posé sur la poitrine de son enfant, blotti contre elle. Rachel et Lillian sont toutes deux vêtues d'un pyjama, et il ne semble pas que les corps aient bougé. Elles ont donc été exécutées dans ce lit quand elles dormaient. La scène est difficilement soutenable. Des oreillers ont été placés sur les visages des 2 victimes. La jeune Lillian qui venait de naître a les yeux grands ouverts, ce qui est toujours un moment difficile pour les enquêteurs. Mais il n'y a pas le choix, il faut investiguer. Sur les cadavres, il y a des plaies facilement observables en notant les vêtements qui obstruent en partie les blessures. Les agents de police comprennent immédiatement ce qui a provoqué la mort de la mère et sa fille, puisque des impacts de balles sont découverts au niveau de la poitrine de chacune d'entre elles. C'est une tragédie à l'évidence et un double meurtre. Mais il y a urgence, parce que seuls 2 membres de la famille ont été découverts dans cette maison. Où est Neil, le père? Est-il lui aussi décédé? Voici des questions légitimes que se posent les autorités, ne sachant pas qu'il est bien loin de chez lui, outre-Atlantique. Il faut attendre le lendemain pour que la police obtienne la réponse sur l'absence de Neil, le père de famille.
Ils comprennent qu'il a quitté le pays depuis plusieurs jours à présent, et le contactent donc pour lui annoncer l'horrible nouvelle. Cependant, la réaction de l'homme n'est pas celle attendue, dans la mesure où il rétorque à l'agent lui expliquant le décès de sa femme et sa fille, qu'il sait ce qu'il s'est passé. En effet, durant cette discussion, il révèle que le 20 janvier 2006, après être parti faire une course aux alentours de 9h du matin, il a trouvé les corps sans vie de Rachel et Liliane dans le lit conjugal lorsqu'il est rentré 2 heures plus tard, sans savoir pour autant qui était le responsable de ce massacre. Il poursuit en disant que suite à cette terrible découverte, il a simplement placé la couette sur les corps et que l'unique chose à laquelle il a pensé était de mettre fin à ses jours. Mais un détail est venu contrecarrer ses plans parce que les seules armes dont il disposait chez lui étaient des couteaux de cuisine. La crainte d'une mort longue et douloureuse lui aurait fait perdre le courage de sauter la vie. Il a donc pris sa voiture pour se rendre chez son beau-père, Joseph Materazzo, en espérant faire main basse sur le revolver de calibre 22 long rifle qu'il possède. Tout cela afin de réaliser ce qu'il souhaitait faire chez lui, mais d'une manière plus douce. Malheureusement, lorsque Neil est arrivé à destination, il n'y avait personne, et la porte de la maison était verrouillée. Dans l'impossibilité de se procurer l'arme dont il avait besoin, et complètement paniqué, il a ensuite décidé de prendre le premier avion en partance pour l'Angleterre le lendemain matin, afin d'être près de sa famille. Confus, il affirme aux policiers qu'il ignore pourquoi il n'a pas eu le réflexe d'appeler les secours sur le moment, avant d'insister sur le fait que ses premières pensées ne tournaient qu'autour du moyen de mettre fin à sa propre vie. Quand l'agent de police lui demande si ce jour-là il n'aurait pas fait quelque chose d'inhabituel, voire de regrettable, Neil répond immédiatement que non. Évidemment que non. Il aimait sa femme et sa fille plus que tout. Cet amour était réciproque. Pourquoi aurait-il fait ça ? D'ailleurs, il affirme qu'il est encore tellement choqué par ce qu'il a vécu il y a 3 jours qu'il n'a toujours pas réussi à pleurer leur perte comme il se doit. En parallèle, les investigations se poursuivent sur le sol américain. Parce que si ce n'est pas Neil, qui est-ce ? Les résultats de l'autopsie montrent sans surprise que Rachel est morte d'une blessure par balle tirée à bout portant dans sa tête ainsi que sa poitrine. Liliane, quant à elle, a perdu la vie des suites d'une blessure par balle au torse. Le projectile qui a traversé l'enfant a également percé le sein gauche de sa mère. Par ailleurs, les balles sont si petites que celle qui était logée dans la tête de Rachel est passée inaperçue jusqu'à l'autopsie. Le 26 janvier, des officiers de police américains atterrissent au Royaume-Uni pour interroger Neil, qui est considéré comme une personne d'intérêt dans l'enquête, et il est hors de question de le laisser paisiblement continuer sa vie sans que tout ce mystère ne soit éclairci définitivement. Le lendemain, le 27 janvier, il se rend volontairement à l'ambassade des États-Unis à Londres avec une escorte policière dans le but de répondre aux sollicitations des enquêteurs. Mais il n'ira pas au bout, étant freiné par ses conseillers juridiques lui préconisant de s'abstenir. Il se ravise alors et retourne chez ses parents. Un événement marquant se déroule le 1er février 2006. Rachel et Liliane sont mises en terre à Kingston dans le Massachusetts. Tous leurs proches ainsi qu'une foule d'inconnus touchés par leur histoire se déplacent pour leur rendre un dernier hommage. Seulement, Neil, le père de famille, brille par son absence. Aux funérailles de celle qui était pourtant sa femme et sa fille, aucune trace de lui, si ce n'est un bouquet de fleurs qu'il a fait déposer par un fleuriste du coin depuis l'Angleterre. Surprenant pour une personne parlant d'amour quelques jours auparavant à un officier de police. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs s'intéressent à la vie qu'il mène de l'autre côté de l'océan. Et elle apparaît tout à fait normale. Il se rend à Notting Hill pour aller manger avec d'anciens amis du club d'aviron de l'université de York. Il va au cinéma voir un film qui ne semble pas de circonstance, une comédie avec Jim Carrey. Tout cela, malgré la présence des journalistes qui campent devant chez ses parents, passionnés par l'affaire en cours. Il l'ignore à ce moment, mais son comportement très détaché, très loin de celui d'un homme éploré qui vient de perdre sa famille, éveille de forts soupçons chez les enquêteurs qui, de leur côté, font également des découvertes assez accablantes. En effet, l'ADN de Neil a été découvert sur la poignée du revolver 22 long rifle appartenant à son beau-père, la même arme à laquelle il disait n'avoir pas eu accès le 20 janvier. Et s'il est vrai qu'il l'a effectivement utilisée des mois auparavant,
Comme il l'a expliqué aux enquêteurs, pour aller s'essayer au tir sportif en compagnie de Joseph Materazzo, qui le pratique en club, le pistolet a depuis été manipulé par d'autres personnes. Il est compliqué de justifier formellement la présence de l'ADN de Neil dessus sans qu'il n'y ait eu accès. Surtout que, plus troublant encore, l'ADN de Rachel se trouve également sur l'arme et pas à n'importe quel endroit, sur le canon. Pour finir, un jeu de clés de la maison des Materazzo, la belle famille du jeune homme, se trouvait dans sa voiture qu'il avait laissée à l'aéroport international Logan de Boston le jour de son départ précipité pour l'Angleterre. Ce qui prouve qu'il avait bien la possibilité de pénétrer chez ses beaux-parents à loisir, que ses propriétaires soient là ou non, et donc de se saisir de l'arme du crime. Cette découverte vient contredire une nouvelle fois la version donnée à la police par celui qui est maintenant un suspect. Parce que rappelez-vous, il a affirmé avoir trouvé leur porte verrouillée et avoir été dans l'incapacité d'entrer chez eux le jour des faits. Ces preuves démontrant donc un mensonge de la part de l'époux. Beaucoup de pistes pointent en direction de Neil, et ce ne sont pas non plus les données stockées sur son ordinateur qui plaident en faveur de son innocence, puisque l'objet, qui a été saisi et fouillé par les autorités, contient des informations pour le moins glaçantes. Le 16 janvier 2006, soit 4 jours avant les meurtres, quelqu'un a utilisé Google depuis le profil nommé Ent, verrouillé par mot de passe, pour effectuer la recherche suivante. Comment tuer avec un couteau ? Puis s'est rendu sur des pages traitant de mise à mort et d'euthanasie. La personne qui utilisait le PC a également tapé les mots-clés « escorte à moitié prix » dans les jours qui ont suivi et a visité à plusieurs reprises un site de rencontre, le même que celui sur lequel Neil s'était créé son profil, et dont la dernière connexion remonte au 20 janvier peu après 11h, le moment auquel l'époux prétend avoir trouvé les corps de Rachel et Lillian. Selon toute vraisemblance, les choses ne se sont pas passées comme le soi-disant père de famille modèle en a témoigné, et cela va même jusqu'à son activité lorsqu'il a débarqué en Angleterre. En effet, il a assuré avoir quitté les États-Unis à toute vitesse, étant traumatisé de la macabre trouvaille à son domicile et ayant un besoin urgent d'être auprès de sa famille. Or, il ne s'est présenté chez ses parents à Worksop que 36 heures après son atterrissage, ce qui permet de relativiser la notion d'urgence. À sa sortie de l'aéroport, il a pris la route en avalant près de 1300 km. Il est impossible de savoir ce qu'il a fait, ni où il est allé exactement. Mais il apparaît que le 21 janvier vers 23h, il a essayé de retirer de l'argent à un distributeur automatique situé à Manchester, puis a passé la nuit dans un hôtel de la région. Devant toutes ces incohérences qui viennent s'ajouter aux preuves matérielles qui, entre autres, le relient à l'arme qui pourrait être celle du crime, un mandat d'arrêt est lancé à son encontre le 8 février. Ce n'est que le lendemain, le 9 février, que Neil Entwistle est arrêté par la police métropolitaine à la station de métro Royal Oak de Londres. Sur lui, les forces de l'ordre saisissent un sac bleu contenant un cahier au contenu nauséabond, puisqu'il explique comment il compte s'y prendre pour vendre son histoire au plus offrant. Il a bien remarqué la passion qu'a engendré la mort de sa femme ainsi que son enfant en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, deux marchés particulièrement fructueux. Sur l'une des pages, il est possible de lire des mots d'amour à l'égard de sa femme et sa fille. Mais dans une autre section se trouvent également 2 lettres dont la teneur est purement et simplement hallucinante. Ces écrits sont destinés à des éditeurs. Dedans, Neil apparaît extrêmement froid pour obtenir ce après quoi il court depuis des années, la fortune. Dans ce cahier, il y est notamment écrit « Ce qui m'intéresse, c'est le prix que vous seriez prêt à payer pour les droits exclusifs sur toute l'histoire. » Une phrase surprenante. Seulement l'histoire, comme il décrit ces événements, est loin d'être terminée. Neil Entwistle est donc officiellement placé en état d'arrestation. La procureure du comté de Middlesex, Martha Coakley, donne une conférence de presse durant laquelle elle dévoile ce qu'il s'est réellement passé selon les enquêteurs. Il apparaît que le 19 janvier au soir, Rachel était toujours vivante parce que des membres de sa famille confirment lui avoir parlé. Les forces de l'ordre pensent que ce n'est que dans la matinée du 20 janvier que son mari l'a abattue froidement ainsi que leur fille Lillian, qui se trouvait alors avec sa mère dans le lit conjugal.
Pour ce faire, Neil Entwistle semble avoir utilisé le revolver de calibre 22 long rifle qu'il avait préalablement récupéré chez son beau-père. La procureure ajoute qu'il est possible que son intention d'origine ait été de se donner la mort ensuite, mais personne ne peut confirmer cette intention qui émane uniquement des dires du suspect. Pour finir, et selon toute probabilité, il est retourné chez les Materazzo pour remettre l'arme à sa place avant de se préparer à quitter le pays, ce qu'il a fait tôt le lendemain matin. Heureusement, après avoir accepté de renoncer à son droit de contester l'ordonnance d'extradition, Neil Entwistle décolle pour les États-Unis sous bonne garde le 15 février, et il s'apprête à faire face aux conséquences de ses actes immondes. Le 28 mars, il est accusé du meurtre avec préméditation de Rachel et Lillian, de possession illégale d'une arme à feu et de possession illégale de munitions. 2 semaines plus tard, il plaide non coupable de toutes les charges qui pèsent contre lui. C'est plus de 2 ans après les faits, le 2 juin 2008, que s'ouvre le procès de Neil Entwistle pour le double meurtre commis à l'égard de sa femme et sa fille. C'est le tribunal de Woburn, dans le Massachusetts, qui tiendra l'audience. C'est au cours de ce difficile moment que tous ceux qui lui étaient proches apprennent que l'époux qui se faisait passer pour le parfait père de famille était en fait criblé de dettes, qu'il n'avait aucun emploi, encore moins d'économie, et même qu'eBay enquêtait sur lui en raison de nombreuses transactions frauduleuses. Un témoin, présenté par l'accusation, rapporte à la barre que l'accusé lui avait dit avoir un contrat de développeur d'une valeur de 100 000 $, lui rapportant 10 000 $ par semaine, et qu'il se prétendait également propriétaire de sa maison ainsi que sa voiture, qui n'étaient en vérité que des locations. Toute la vie de Neil Entwistle n'était en fait qu'apparence, façade et mensonge. Il est même confirmé qu'il aurait commencé à être infidèle à Rachel dès l'année 2005. Le masque tombe, son vrai visage est révélé, et le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est pas beau à voir. D'ailleurs, le concerné est impassible, il n'affiche aucune émotion, et il se contente simplement de fondre en larmes lorsque les images de vidéo prises sur la scène du crime sont montrées. Bientôt, c'est la salle d'audience tout entière qui se glace, alors que le pyjama que portait Lillian au moment de sa mort est brandi sous ses yeux. Ce vêtement de bébé ensanglanté est la preuve la plus parlante de l'infâme trahison dont elle a été victime de la part de son propre père, alors qu'elle n'avait que 9 mois. Parmi les moments les plus pénibles du procès, les plaidoiries des avocats de Neil Entwistle figurent aussi en bonne place, puisqu'ils se permettent de souiller la mémoire de Rachel en prétendant qu'elle souffrait d'une sévère dépression et que c'est elle qui a tué sa fille avant de s'ôter la vie. Son mari aurait alors pris l'arme pour la remettre à sa place avant de s'enfuir, simplement pour protéger l'honneur de sa femme. C'est en tout cas la ligne de défense prise par les avocats du jeune homme pour le sortir de ce pétrin et démontrer son innocence. Mais c'est bien au jury populaire de trancher la question de la culpabilité et le 25 juin 2008, après 13 heures de délibération, le jury déclare Neil Entwistle coupable de toutes les charges qui pèsent contre lui et le lendemain, le juge condamne l'accusé à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, Neil Entwistle fera appel de la décision de sa condamnation devant la Cour suprême du Massachusetts. Lors de cette audience, le père infanticide soutient que les perquisitions au domicile familial ont été effectuées sans mandat et que les éléments de preuve saisis en conséquence n'auraient pas dû être retenus durant le premier procès. L'appel est rejeté en août 2012 et la Cour suprême des États-Unis refuse d'entendre l'affaire en janvier 2013. Neil Entwistle a donc épuisé tous ses recours, passant ainsi le reste de ses jours en prison. Un endroit peu accueillant. La prison ne l'est jamais. Simplement, dans le cas de Neil, nombre de prisonniers veulent sa peau puisqu'il est surnommé le tueur de bébés. Les menaces sont si sérieuses qu'il sera finalement placé en isolement dans un premier temps avant d'être transféré à plusieurs reprises dans divers établissements moins hostiles. Voici pour cette affaire terrible, mais si vous avez apprécié que je vous la raconte tout de même, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux disponibles en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.